Bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire organisé par l'Institut français d'hypnose. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui autour d'une thématique qu'on a voulu traiter de manière synthétique en une trentaine de minutes, comprendre l'hypnose thérapeutique, avec aujourd'hui deux personnes pour avoir une discussion croisée entre deux profils différents pour répondre à cette question. En très synthétique, alors ce webinaire sera enregistré, il sera mis à disposition sur notre chaîne YouTube à l'issue du webinaire dans les prochains jours, et donc vous pourrez réassister à cette diffusion. L'Institut français d'hypnose, pour les personnes qui ne connaissent pas encore, est un organisme créé en 1990 par le professeur Didier Michaud. Je passe rapidement sur ces slides puisqu'elles seront à disposition sur notre chaîne YouTube, comme je le disais à l'instant. Donc, on peut passer sur ces éléments. Donc, on ne forme que les professionnels de santé à l'hypnose médicale, soit pour les professions médicales, paramédicales, également les psychologues, psychothérapeutes et psychiatres, avec des formations dédiées à chaque fois. Un certain nombre de points de contact, vous pourrez les voir également sur notre chaîne YouTube ou toujours sur notre site internet hypnose.fr. Voilà, c'était très rapide et je souhaite désormais vous présenter nos intervenantes. Alors ce soir, nous sommes avec Elisabeth Barbier et Julie Maillon. Alors deux personnes de notre équipe, puisque Elisabeth est coordinatrice pédagogique au sein de l'IFH et Julie est directrice pédagogique. Chacune a un métier complémentaire, puisque l'une est infirmière, l'autre est psychologue clinicienne. Toutes les deux ont une expérience en libéral et en hospitalier. Et donc, l'objectif ce soir, c'est de vous apporter un certain nombre de réponses sur ces questions, sur ce qu'est l'hypnose thérapeutique. Donc, Julie, Elisabeth, merci beaucoup d'être présentes parmi nous. Et écoutez, on vous laisse donc commencer et avancer sur cette discussion. Merci Ronan. Merci Ronan. Alors Julie, on va commencer par la première question. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'hypnose thérapeutique? Alors Elisabeth, pour répondre à cette question, j'ai envie de proposer déjà l'étude d'une phrase simple et notamment du mot hypnose, avant de parler de l'hypnose thérapeutique. Donc, déjà s'interroger sur cette phrase qu'on peut entendre, « Tiens, j'ai fait de l'hypnose aujourd'hui ». Et quand on dit cette phrase, j'ai fait de l'hypnose aujourd'hui, finalement, on se rend déjà compte qu'il y a des nuances sémantiques autour du mot hypnose. Parce que j'ai fait de l'hypnose aujourd'hui, ça peut avoir un double sens. J'ai bénéficié d'une séance d'hypnose à l'hôpital ou en libéral, et là je suis côté patient, où j'ai réalisé un accompagnement en hypnose avec l'un de mes patients, et là je suis côté hypnopraticien. Alors, en disant cela, c'est cette idée, en fait, de plusieurs notions sémantiques imbriquées autour du mot hypnose, avec ces trois pans, finalement, l'hypnose comme un état d'être, l'état dans lequel je suis lorsque je bénéficie d'une séance d'hypnose ou que j'apprends à faire de l'auto-hypnose ensuite, l'hypnose comme un ensemble de techniques, des techniques que l'on apprend, puis que l'on utilise en tant que praticien, lorsqu'on accompagne un patient, et puis l'hypnose qui définit également une relation. Tu le sais comme moi, Elisabeth, une relation de confiance, une relation de collaboration grâce à laquelle l'hypnose se met en place et sans laquelle, justement, il n'y aurait pas d'hypnose. Alors, pour donner une définition un petit peu plus précise, pour répondre à cette première question, voici une définition que je vous propose d'observer ensemble, celle de Jean Gaudin. L'hypnose peut être définie comme un mode de fonctionnement psychologique dans lequel le sujet, grâce à l'intervention d'une autre personne, parvient à faire abstraction de la réalité environnante tout en restant en relation avec l'accompagnateur. Alors, cette définition répond finalement à toutes les sortes d'hypnose dont on peut entendre parler ou que l'on rencontre aujourd'hui, notamment la street hypnose, donc les petites techniques d'hypnose qu'on peut rencontrer dans la rue, parfois à la va-vite, l'hypnose de spectacle que l'on rencontre effectivement dans le domaine du spectacle, l'hypnose bien-être qui est l'hypnose qui peut être pratiquée en libéral, alors par des personnes qui sont formées aux techniques d'hypnose mais qui ne sont pas des professionnels de santé. À ce titre-là, ils ne sont pas autorisés à prendre en soin des personnes telles que nos patients, mais peuvent proposer de l'hypnose à visée bien-être. Et puis, on va effectivement retrouver, et là on fait le lien avec notre question de départ, l'hypnose thérapeutique.
Alors, qu'est-ce qui fait que l'on passe de cette définition, qui est assez large finalement, à celle de l'hypnose thérapeutique? Eh bien, ce sont ces éléments qui ne sont finalement pas que des points de détail, à savoir que l'usage de l'hypnose dans le soin médical ou psychologique implique quoi? Une formation, donc une formation à une pratique médicale, psychologique validée, donc un métier finalement dans le domaine de la santé, médicale, paramédicale, psychologique, une éthique évidemment qui est reliée à ce métier et une éthique spécifique à l'hypnose. À l'IFH, on aime bien apporter finalement cette phrase-là et la répéter assez souvent à nos apprenants. Je fais avec l'hypnose ce que je sais déjà faire sans hypnose. Une phrase toute simple qui permet de rester finalement dans une éthique juste vis-à-vis de nos patients. Et puis, évidemment, un objectif thérapeutique, un objectif qui est justement thérapeutique, donc qui va être au service des besoins du patient. Pas un objectif de bien-être, pas un objectif de spectacle et de fun, mais bel et bien un objectif thérapeutique qui répond à un besoin spécifique. Alors, pour faire lien à cette première question, Elisabeth, une seconde question qu'on nous pose souvent, tout le monde est-il hypnotisable? Oui, oui, tout le monde est hypnotisable. Tout le monde est hypnotisable parce que l'hypnose, c'est avant tout un état naturel dont la nature nous a dotés. Et dès notre enfance, nous explorons des états modifiés de conscience. Par exemple, quand on joue, quand un enfant joue à être un pompier, à être une princesse, à être un animal, il expérimente des états de conscience modifiés, son imaginaire va se mettre à fonctionner différemment, il va être dans le comme si. Et quand on fait comme si, eh ben c'est comme si on faisait. Et quand on est adulte, on va expérimenter aussi ces états modifiés de conscience. Par exemple, quand on est dans la lune, quand on est complètement captivé, absorbé par l'histoire d'un roman, d'un film, et que quelqu'un nous appelle à côté de nous et on n'entend pas sa voix d'emblée, cette personne va devoir nous prononcer notre prénom 2 fois, 3 fois avant qu'on l'entende. À ce moment-là, on est dans un état particulier de la conscience où on est plus concentré sur ses émotions, sur son intériorité, avec une mise en veilleuse de l'environnement. Donc, nous sommes tous hypnotisables, c'est quelque chose que nous expérimentons de manière naturelle. Est-ce que nous sommes tous hypnotisables de la même manière? Non, pas de la même manière. Il y a différents moyens d'entrer en hypnose. On entre en hypnose par des phénomènes de focalisation de l'attention. Il y a certaines personnes qui vont entrer en hypnose par une focalisation visuelle. Par exemple, je suis en train de regarder un bambou, je vais observer la forme des feuilles, les couleurs, la nuance des couleurs, et je vais me laisser absorber par ce que je vois. Et avec d'autres choses qui vont se mettre en place, je peux rentrer dans cet état d'absorption, rentrer en état d'hypnose. D'autres personnes, elles, vont rentrer en hypnose plutôt par une focalisation auditive. Si je reprends mon exemple du bambou, peut-être que ce qui va m'attirer, moi, c'est le bruissement du vent dans les feuilles du bambou. Et cette mélodie provoquée par le bruissement du vent, ce son, ce tempo que j'entends, peut m'amener à rentrer dans un état de modifié de conscience. Et puis, d'autres personnes, quant à elles, vont être plus sensibles à ce qui se passe au niveau synesthésique. Ça a à voir avec les sensations que je peux ressentir sur mon corps ou à l'intérieur de mon corps. Et toujours avec mon exemple du bambou, si je sens au contact de ma peau une feuille de bambou, eh ben, peut-être que mon attention va être focalisée sur cette sensation-là et ça va m'amener progressivement à entrer en hypnose. Ce qui veut dire que le praticien en hypnose, dans son échange préalable avec le patient, va tenter de percevoir quelle va être la porte d'entrée en hypnose pour le patient. Est-ce qu'il va davantage entrer par une vocalisation visuelle, auditive, synesthésique? Oui, finalement, ça renvoie cette réponse, cette question puis cette réponse à l'idée d'une adaptabilité du praticien
qui va devoir aller à la rencontre finalement de son patient et s'adapter, d'ailleurs selon les âges de la vie aussi, comme tu le disais tout à l'heure, selon si on est un enfant, un adulte, une personne plus âgée, etc. D'où l'importance de la dimension relationnelle. Julie, est-ce que tu peux nous dire si il y a plusieurs hypnoses? Pour répondre à cette question, je vais en apporter deux autres qui vont nous mettre sur la voie. Y a-t-il plusieurs patients? Oui. Y a-t-il plusieurs cadres d'exercice? Oui, également. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs hypnoses à ce titre-là? On pourra répondre oui. En tout cas, l'hypnose est une discipline finalement adaptable et elle peut prendre plusieurs formes, toujours pour répondre finalement, comme tu nous l'expliquais tout à l'heure, à la singularité de chaque patient. Donc, contrairement aux méthodes protocolisées, l'hypnose est une pratique adaptable, créative et elle s'ajuste à chaque personne et à chaque objectif. Après, pour être un petit peu plus précise pour cette réponse-là, on retrouve par exemple trois grandes caractéristiques dans l'hypnose, trois grandes formes d'hypnose. On va parler d'hypnose formelle, une hypnose qui est souvent programmée, discuter avec le patient, une hypnose pour laquelle on a souvent un petit peu plus le temps et qui peut permettre d'expérimenter des états de transe, donc des états modifiés de conscience avec plus ou moins de profondeur. Et puis, on peut également rencontrer une autre forme d'hypnose qui va être appelée l'hypnose conversationnelle. Celle-ci s'inscrit, comme son nom l'indique, davantage dans une forme de conversation, de dialogue entre le praticien et le sujet, mais un dialogue au cours duquel il va quand même petit à petit s'induire un état modifié de conscience qui souvent va être plus léger. Et puis, il y a aussi l'auto-hypnose dont on a déjà parlé tout à l'heure, l'auto-hypnose qui est donc cette hypnose apprise, cette hypnose que l'on va faire seul après avoir initialement pu bénéficier d'hypnose avec un praticien. Alors, si on est capable de s'hypnotiser soi-même, on est loin de ce qu'on perçoit dans l'hypnose de spectacle. On a l'impression que l'hypnotiseur peut avoir un pouvoir sur le patient. À partir du moment où on a cette capacité à se mettre en hypnose soi-même. Oui, tout à fait. C'est important ce que tu précises. On reste libre finalement de notre compétence en hypnose et ça souligne cette idée de l'acte de collaboration. Finalement, si je ne suis pas collaboratif, si je n'ai pas le désir d'entrer en hypnose, je ne rentrerai pas en hypnose. C'est ce qui permet d'ailleurs le mécanisme d'auto-hypnose. Je souhaite faire cet apprentissage de l'auto-hypnose et pouvoir m'y mettre moi-même et je suis en mesure de le faire avec un certain nombre d'apprentissages. D'accord. Donc là, Julie, tu nous as parlé des différentes formes d'hypnose et ces différentes formes d'hypnose l'hypnose, elle va pouvoir être pratiquée dans différents secteurs de la santé, dans différents cas d'exercice. Oui. Donc, on va pouvoir pratiquer l'hypnose à l'hôpital, ou on va pouvoir pratiquer aussi l'hypnose en ville dans un cabinet libéral. À l'hôpital, les infirmières, les médecins, les kinésithérapeutes, enfin tous les professionnels de santé vont pouvoir pratiquer l'hypnose dans leurs soins, des soins techniques ou relationnels, et pour différentes indications. Un médecin en consultation, par exemple un médecin généraliste, va pouvoir introduire l'hypnose dans sa pratique de médecin généraliste. Donc, il y a à la fois plusieurs lieux de pratique, plusieurs indications aussi pour lesquelles on va pouvoir pratiquer l'hypnose. Et puis, il y a aussi une adaptation de l'hypnose aux différents âges de la vie. On peut proposer l'hypnose à des enfants en bas âge, aux adolescents, aux adultes, aux personnes âgées. Et il va y avoir des adaptations en fonction de l'âge, en fonction des indications et en fonction du lieu où on travaille. Exactement. Alors, revenir justement un petit peu plus sur cette idée d'associer l'hypnose à un choix, par exemple, Elisabeth.
On t'entend moins bien, Julie. J'espère que ça va revenir et que le réseau Oui, on va être t'entend un petit peu mieux. plus stable. Est-ce que cela prend plus de temps que de réaliser un soin ordinaire, d'y associer l'hypnose, Elisabeth? Alors, au début, oui, parce que l'hypnose, ça s'apprend. Donc, au début, on pratique de l'hypnose. Ça va nous demander beaucoup de concentration, de réflexion. Ça, c'est valable dans tous les processus d'apprentissage. On ne peut pas maîtriser d'emblée. Donc, ce qu'on maîtrise, c'est son métier. Je suis infirmière et je vais pratiquer des gestes techniques. J'ai cette maîtrise de cette pratique-là. Quand je suis débutante en hypnose, associer l'hypnose à un soin va augmenter le temps du soin. Dans un premier temps, heureusement, par la formation, par un entraînement à l'hypnose, à la fois en formation et puis à la fois ce que j'expérimente auprès des patients en fonction de ce que j'ai fait, de là où j'en suis dans ma formation, je vais augmenter mes compétences en hypnose. Et du coup, ça va devenir beaucoup plus fluide et je vais pouvoir associer un soin technique à ma pratique hypnotique. Et du coup, je vais être dans un temps de prise en charge équivalent. Et ce qui est assez intéressant et puis je dirais même précieux et formidable, c'est que plus je vais gagner en compétences en hypnose, et bien plus je vais gagner du temps. Et dans des situations où j'aurais pu me sentir auparavant démunie, bloquée, par exemple des situations complexes, de patients très anxieux, des situations conflictuelles, des situations où les patients peuvent être hyperalgiques, phobiques des soins, je vais avoir des outils avec l'hypnose qui vont me permettre de contourner les résistances du patient, de mieux savoir les prendre en charge. Et là, cette maîtrise de mon métier, de l'autonomie en hypnose et puis de compétences augmentées dans la pratique de l'hypnose, je vais gagner du temps. Donc, on va partir au départ d'un temps augmenté, à un temps équivalent et après à un gain de temps. Je vais faire le lien avec ma pratique puisque tu évoques sur cette partie-là, sur cette dernière diapo, l'idée de contourner les résistances, les phobies du patient. Et je vais faire un petit pont avec ce qui peut se jouer en psychothérapie, puisqu'évidemment, on est beaucoup moins interrogé, concerné même, on va dire, par la question centrale du temps timé. En revanche, comment l'hypnose finalement prend sa place dans le rapport au temps dans une psychothérapie? Eh bien, ce qui peut être intéressant et surprenant, c'est la manière dont l'hypnose, lorsqu'elle s'associe à notre formation de départ, quelle que soit notre approche, plutôt analytique, plutôt brève et stratégique, lorsque l'on associe l'hypnose à notre approche, on va pouvoir trouver, dans certains cas, un moyen de lever des freins, de contourner ou de travailler ou de jouer finalement avec les résistances d'un patient et parfois lever un temps d'inertie qu'on peut rencontrer au cours d'un accompagnement psychologique ou d'une psychothérapie. Donc, ce qui est particulièrement intéressant avec l'hypnose au cœur finalement du travail psychologique, c'est la manière dont l'hypnose va réinjecter du mouvement, ouvrir de nouveaux possibles, même. Par exemple, voilà, un rapport au temps qui va être un petit peu différent chez les psychiatres et psychothérapeutes. Ouais, on t'entend un petit peu moins bien, Julie. Oui, heureusement. Ouais. Est-ce que vous m'entendez mieux oui, pour on t'entend la mieux. suite? Très bien. Poursuivons. Ce que tu disais, c'est que l'hypnose allait, dans la psychothérapie, réinjecter du mouvement, permettre de lever certaines résistances. Ça va apporter du dynamisme dans la psychothérapie. Oui, exactement. Et vraiment réinjecter des possibles et du mouvement, et puis permettre d'aborder finalement la suite du travail sous un angle un petit peu différent. Ça peut être vraiment très, très surprenant, l'utilisation de l'hypnose en psychothérapie.
Et alors Julie, est-ce que tu peux nous dire, alors je suis formée à l'hypnose et est-ce qu'à la fin de ma formation, je vais pouvoir mettre en place cette pratique? Alors, je vous réponds en 3 points. Je te réponds, Elisabeth, et puis pour nos auditeurs en 3 points, avec un petit peu d'humour. Déjà, en faisant le pont avec ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, en nous disant que c'était une compétence naturelle. Donc, j'ai envie de dire à tout le monde, vous êtes un être humain, vous êtes doté de cette compétence naturelle en hypnose et vous savez déjà faire. Donc, il s'agit déjà de venir réveiller, solliciter cette compétence naturelle en permettant aussi à nos apprenants d'expérimenter l'hypnose dans une situation effectivement d'hypnose provoquée lors d'un apprentissage et de venir retrouver en fait quelque chose que l'on connaît déjà. Ensuite, vous allez vous former dans un centre reconnu, éthique, réservé aux professionnels de santé et qui accorde une large place à la pratique supervisée. En tout cas, c'est évidemment vers cela que j'aurais tendance à conforter finalement les professionnels de santé en termes de choix, d'être vigilants sur leur lieu de formation, parce que c'est aussi une donnée importante pour pouvoir pratiquer à l'issue de sa formation. Et puis, il y a la question de la participation et de l'investissement personnel. Se former à l'hypnose, ça n'est pas une formation passive, on n'arrive pas en attendant que les choses s'infusent d'elles-mêmes, on s'investit. Et donc, le 3e point, j'ai envie de dire à nos auditeurs, OK, vous êtes un être humain, vous êtes doté de cette compétence naturelle. Vous allez bien choisir un lieu, voilà, éthique, où on vous annonce qu'il y aura de la pratique, très bien. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous investir, vous allez essayer, vous allez réessayer, vous allez encore essayer, vous allez pratiquer pendant vos modules de formation, mais vous allez également pratiquer entre chaque module de formation. C'est d'ailleurs pour cela, à l'Institut français d'hypnose, que nos approches sont modulaires. Les formations ne se font pas d'une traite, on ne fait pas 10 jours d'affilée. On a 2 jours, puis on retourne sur le terrain pour mettre en application. Puis on vient à nouveau apprendre des données supplémentaires. On s'entraîne, on repratique sur le terrain, etc. Donc, on va avancer, entre guillemets, par essai-erreur, qui est une modalité d'apprentissage tout à fait classique, pour finir par réussir. Parce que vous allez être effectivement encadré par une équipe pédagogique bienveillante qui va vous accompagner de manière individuelle dans votre processus d'apprentissage, chacun à son rythme, pour qu'au final, tous y arrivent. Donc, le maître mot, c'est il va être important d'oser pratiquer. Oh oui. Pour pouvoir bien apprendre. Oser pratiquer, et pour ça, tu connais l'équipe de l'Institut français d'hypnose comme moi, hein, ce sont des formateurs extrêmement bienveillants, extrêmement vigilants à l'accompagnement de chacun dans le groupe. Puis les groupes sont bienveillants aussi, on a des groupes chaleureux, sympathiques. Ils se mettent en place dès la première journée, en fait, une dynamique tout à fait particulière dans les sessions de formation en hypnose, et chacun finalement entraide l'autre pour dépasser ses petites craintes, ses freins, et puis aller, même si le rythme peut être un petit peu différent d'une personne à une autre, aller tous vers la pratique, la mise en pratique de terrain, et donc, oui, la réussite, la capacité à pouvoir faire de l'hypnose. Pour faire suite à cette question, Elisabeth, je t'en pose une autre. Comment la pratique de l'hypnose s'intègre-t-elle justement à nos métiers? Alors, nos métiers et de manière plus globale, les métiers de la santé. Alors, tout naturellement et progressivement, ce qui va être fondamental à intégrer justement, c'est que l'hypnose n'est pas un métier en soi. C'est une compétence complémentaire qui va venir s'appuyer, s'associer au socle de notre métier initial. Donc, si je suis infirmière, que j'ai une maîtrise dans la pratique des soins, eh ben, je vais venir associer l'hypnose à ce que je sais faire dans mon métier d'infirmière. Et c'est la même chose pour tous les professionnels de santé. Donc, l'hypnose n'est pas un métier en soi, mais une compétence complémentaire. Et c'est vraiment fondamental à la fois pour le patient, pour assurer la sécurité de la pratique de l'hypnose,
et sa propre sécurité parce que je vais pouvoir répondre aux indications pour lesquelles je m'occupe de mon patient et je suis formée pour ça. Je fais avec l'hypnose ce que je sais déjà faire sans hypnose. Et Julie, est-ce que tu peux nous préciser ce qu'il en est de la pratique pour si je suis psychiatre, psychothérapeute, psychologue, comment vient s'intégrer l'hypnose dans ces métiers? Eh bien, de la même manière que tu l'as précisé pour les métiers médicaux, paramédicaux, ça fonctionne un peu de la même façon côté accompagnement psychologique, psychothérapeutique. Le fait d'être hypnothérapeute n'est pas un métier. C'est-à-dire que ce n'est même pas un titre finalement, hypnothérapeute, c'est un terme qu'on utilise généralement lorsque l'on est justement dans le domaine de la psychothérapie. Mais bon, voilà, le terme peut être un petit peu utilisé, réutilisé. Donc, bon, ce n'est pas une fin en soi. Finalement, j'aurais tendance à répondre à la même chose. Si je suis psychiatre et que je suis formée à l'hypnothérapie, je vais rester dans mon métier et associer la pratique de l'hypnose psychothérapeutique, en plus de ma formation initiale. Si je suis psychothérapeute, par exemple, je suis psychothérapeute en thérapie comportementale et cognitive. Et puis, j'ai envie de me former à l'hypnose. Déjà, c'est merveilleux, l'hypnose tout à fait s'accorder avec une première formation de ce type initial. Donc, je serai toujours psychothérapeute, mais je vais pouvoir effectivement expliquer à mes patients, je vais tantôt peut-être utiliser plutôt des compétences issues des thérapies cognitivo-comportementales et puis tantôt pouvoir proposer l'hypnose de manière formelle, informelle, etc. Et puis en tant que psychologue, formé donc au diagnostic, à l'accompagnement psychologique, c'est vraiment un atout supplémentaire dans le sens du travail psychothérapeutique avec l'utilisation de l'hypnose. Je reste cependant psychologue clinicien au même titre. Donc, c'est aussi à comprendre comme une discipline, une compétence complémentaire extrêmement riche qui vient s'accorder à un courant de formation initiale pour nous offrir en fait d'autres perspectives thérapeutiques et stratégiques. Alors, je crois, Julie, il y a eu des moments où on t'entendait moins bien. J'ai vu une question apparaître sur une personne qui t'entendait moins bien. Ce qu'il faut retenir de ce qu'on vient de dire, Julie et moi, c'est que quel que soit son métier initial, l'hypnose va toujours venir s'associer au métier initial. C'est-à-dire que si on est professionnel de santé, c'est pas parce qu'on est formé à l'hypnose qu'on devient psychothérapeute. Si on est un professionnel du psychisme, eh ben, l'hypnose va venir à s'associer aussi à ce socle-là. Et ça, c'est fondamental et c'est une éthique importante pour l'IFH. Je préciserai d'ailleurs, Elisabeth, ça me fait penser à cet aspect-là. Les formations que l'on dispense, nous, en hypnothérapie, qui sont réservées justement aux psychiatres, psychothérapeutes et psychologues, finalement s'inscrivent dans la continuité d'un ensemble de compétences communes, un cycle de compétences en psychologie. On ne revient pas sur les apprentissages communs qui font les compétences transverses de ces métiers-là. Hein. C'est vraiment dans une continuité et on s'inscrit dans la continuité de ces métiers. Ouais. Je pense, Julie, qu'il faut que tu restes un peu plus tournée vers la gauche. Je pense qu'on t'entend mieux. Ok, ben, voilà, je vais faire au mieux. Voilà. Pour conclure que l'hypnose s'intègre naturellement, hein, pour répondre à la question 6 qu'on a posée, elle s'intègre naturellement à notre métier, à notre pratique initiale, dans la mesure où la formation que l'on va choisir est adaptée au métier que l'on a et à nos besoins. Le conseil que j'aurais envie de donner pour terminer finalement ce webinaire, c'est de vous dire de prendre le temps de choisir la bonne formation. Par exemple, si vous contactez l'Institut français d'hypnose, vous avez une équipe conseil à l'IFH qui est là pour réfléchir avec vous,
en fonction de votre métier, à vos besoins, au temps dont vous disposez aussi pour réaliser votre formation. Est-ce que vous avez envie de vous inscrire dans une première étape de formation, une formation expertise immédiatement ou pas? Voilà, c'est un projet finalement qui est à réfléchir avant de vous engager pour que justement, comme on le disait tout à l'heure, une fois engagé, vous puissiez vraiment vous inscrire dans un véritable désir d'apprendre, quelque chose qui colle à votre objectif personnel et vos objectifs vis-à-vis de vos patients, et que vous puissiez pratiquer avec beaucoup de plaisir à l'issue de votre formation. On va proposer à Ronan de nous rejoindre, qui est déjà là, pour pouvoir mettre en mots les questions qui ont été posées au cours du webinaire. Parfait. Merci beaucoup, Julie et Elisabeth, pour ces présentations croisées. Alors, on va effectivement répondre à quelques-unes des questions qui ont été posées. Une première question d'une personne qui est kiné interroge sur la formation, les bénéfices de la formation à titre professionnel, mais également éventuellement à titre personnel, que ce soit pour soi ou également pour son environnement. Elle évoque notamment ses enfants qui pourraient être soumis à des situations stressantes, par exemple. Est-ce que vous auriez des éléments de réponse sur cette question? Je vais apporter un premier élément de réponse. Elisabeth pourra compléter, parce qu'il y a plusieurs questions dans la même question. Donc, oui, en tant que kiné, oui, mais peut-être qu'Elisabeth sera encore plus à même d'y répondre. À titre personnel, bien évidemment, à titre personnel, en tant qu'adulte, on parlait de la pratique de l'auto-hypnose. L'objectif, et fort heureusement, c'est aussi d'y trouver des bénéfices personnels à cette formation. Les stagiaires nous disent souvent qu'il y a un avant et un après ce type de formation, mais pas seulement professionnellement. Il y a un avant et un après parce que c'est aussi une autre forme de rencontre avec soi-même. Donc oui, on peut tout à fait en retirer des bénéfices personnels en tant qu'adulte. Et je me permets d'aller un peu plus loin dans la réponse parce que la pédiatrie est aussi un domaine de compétences que j'affectionne particulièrement. En tant que parent, on se positionne tous les jours finalement dans un registre éducatif où on fait au mieux pour pouvoir apporter finalement des réponses, du soulagement à nos enfants, de l'aide sous toutes ses formes. Alors, un praticien qui est formé à l'hypnose peut se permettre d'utiliser un ensemble de techniques simples et basiques à l'attention de ses enfants, dans la mesure où la démarche n'est pas psychothérapeutique. Si la démarche est sur le registre du bien-être, bien sûr, ça peut aussi avoir des effets extrêmement bénéfiques à la maison pour nos enfants. Bien, merci. Alors, on a eu plusieurs questions sur les formations adaptées en fonction de profession ou de niveau préalable de formation en hypnose. Donc, tu as commencé à y répondre un petit peu, Julie. Donc, on a entre les séminaires thématiques, les formations initiales ou d'approfondissement qu'on propose, on a plus de 40 programmes de formation et également, on propose un certain nombre de programmes directement dans les établissements hospitaliers. Donc, ce sera difficile d'apporter une réponse personnalisée à chacun. En revanche, on vous invite à poser vos questions via notre site Internet et en fonction des éléments que vous pourrez nous donner, on pourra trouver la formation la plus adaptée. Tout à fait. Parmi les autres questions qui sont posées, est-ce qu'il y a des contre-indications à la pratique de l'hypnose? Alors, oui, je peux commencer à répondre. Il y a en tout cas des vigilances à avoir. Et par exemple, si on est professionnel de santé et qu'on peut avoir parmi ces patients des patients qui ont des psychoses, on va recommander d'éviter la pratique de l'hypnose. On peut dans des pratiques de relaxation parce que on connaît moins bien ces patients-là. En revanche, ça ne veut pas dire que l'hypnose soit contre-indiquée avec les patients psychotiques si on a l'habitude de les prendre en charge habituellement. Voilà. Et puis, les vigilances ou les limites qu'on peut avoir, parce qu'on s'est rendu compte beaucoup à l'hôpital au début, quand on commençait à pratiquer l'hypnose, qu'on nous adressait les patients avec lesquels on était le plus démunis. Et il est arrivé, par exemple, d'avoir des patients sourds et non appareillés. Ça va être compliqué de pouvoir proposer l'hypnose. Donc, il y a certaines limites, mais il y a beaucoup d'adaptations possibles. Merci. Alors, une autre question qu'on a eue concerne le type de public. Par exemple, les personnes en situation de polyhandicap, les personnes âgées, personnes ayant des troubles cognitifs.
Est-ce qu'on peut utiliser l'hypnose avec ce type de public? Est-ce qu'il y a des règles particulières? Et est-ce que c'est du sur-mesure ou est-ce qu'il y a des techniques systématiques à appliquer? Tu veux répondre, Julie, ou tu veux que je réponde? Je donne un élément de réponse, tu compléteras. Ouais. Je rebondis finalement sur ce que tu as dit juste avant. On commence par apprendre l'hypnose. Voilà, on commence par apprendre l'hypnose. Et pour apprendre l'hypnose, on va le faire dans un cadre un peu standard, en imaginant avoir affaire à un patient finalement qui soit un petit peu plus facile d'accès, comme le disait Elisabeth, sans limitation particulière, sans handicap particulier. Et puis ensuite, ça va être de travailler sur tout un pan de formation autour de l'ajustement du thérapeute, l'adaptabilité de l'hypnose, la créativité aussi que l'on va mettre en place et d'être dans une pratique qui est très adaptable. On le disait au début, hein, c'est la force aussi de l'hypnose. Ça n'est pas une discipline qui est protocolarisée. On ne va pas mettre en place un certain nombre de règles sur une échelle de 1 à 10. On ne va pas faire ça en 1, ça en 2. Non, on va apprendre un ensemble de techniques et ensuite, le palier finalement d'expertise, je pense à nos cycles vers lequel on tend, c'est de rendre justement nos praticiens autonomes et très adaptables, donc dans des pratiques diverses et variées. Et notamment pour tous les cas de figure qui ont été cités dans cette question, hein, qui sont tout à fait envisageables. La question qui a été posée parmi celles-là et qui est souvent posée dans les formations, c'est les patients avec les troubles cognitifs. Et c'est vrai que quand on est habitué à travailler avec des patients qui ont des troubles cognitifs, que ce soit des personnes âgées ou des personnes avec un handicap, on va vraiment s'adapter. Là, j'ai vu une question circuler par rapport, ou une remarque de quelqu'un qui disait j'ai utilisé l'hypnose auprès de patients Alzheimer. C'est possible, c'est tout à fait possible. Merci. Peut-être le temps passe, on va pouvoir prendre une dernière question, peut-être une question, une interrogation, alors cette fois-ci plus en tant que patient. Il y a beaucoup de monde formé à l'hypnose et installé aujourd'hui. Comment faire pour choisir un bon hypnothérapeute en libéral? Oui. Oui, c'est une question qui est souvent posée et qui nous est souvent posée par les médias également. C'est important parce que l'offre, entre guillemets, libérale est extrêmement vaste et j'aurais envie de porter des éléments de réponse un peu simples. Si j'ai un problème dentaire, ça me semble évident que je vais consulter un dentiste. Si j'ai effectivement des difficultés d'ordre plus médical, peut-être selon la profession, médecin, infirmier, kiné, je vais choisir avec plus de précision le métier, la formation en termes de métier qui va répondre à mon besoin. Finalement, pour l'hypnose, j'encourage tous les patients à faire la même démarche. D'abord, quelle est la difficulté que je rencontre, quel est le problème que je veux exposer et il concerne quel métier initialement. Et ensuite, une fois que j'ai répondu à cette première question, effectivement, je vais, pourquoi pas, choisir un professionnel de santé, donc le métier adapté, qui a également une formation en hypnose. Notamment, vous le savez comme moi, tous les deux, l'Institut français d'hypnose met à disposition des patients un annuaire des thérapeutes où on peut se repérer pour trouver un thérapeute partout en France en fonction de sa profession et en fonction de la formation qu'il a reçue, donc des indications auxquelles il peut répondre. Donc, je pense que c'est vraiment un bon moyen, en tout cas, de porter une certaine vigilance sur les besoins que l'on a au démarrage et de continuer de rester dans l'idée selon laquelle l'hypnose sera une formation complémentaire à un métier. Parfait. Merci beaucoup, Julie. Il va falloir qu'on se laisse. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup, Elisabeth, pour ces présentations, ces échanges, pour vos réponses à ces questions. S'il reste des questions aux participants, vous pouvez nous les poser sur notre site internet hypnose.fr. Pour accéder au replay, vous pouvez accéder à notre site, notre chaîne YouTube via le pied de page sur notre site internet. Voilà, merci beaucoup pour votre participation ce soir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne soirée.